Salut mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue dans cette séance qui est consacrée au chapitre Les relations alimentaires dans le milieu naturel. Dans ce chapitre, on va aborder les notions qu'on a vues dans le chapitre de l'alimentation chez les animaux et on va aussi aborder les notions qu'on a vues dans le chapitre de la nutrition chez les plantes vertes. Comme on va aborder les actions de l'homme sur le milieu naturel et sur la nature en général. Mes chers élèves, pour entamer ce chapitre des relations alimentaires dans le milieu naturel, on va commencer par cette situation de départ. Mes chers élèves, les agriculteurs de la canne à sucre estimaient que les rats qui vivaient dans ces champs causaient des dégâts dans la canne à sucre, c'est-à-dire ils consommaient de la canne à sucre. Alors pour lutter contre ces rats, ils ont choisi une méthode écologique qui ne pollue pas la nature. Ils ont opté pour introduire la mangouste, qui est un prédateur des rats dans les champs de la canne à sucre, ce qu'on appelle la lutte biologique. Après quelques mois de l'introduction de la mangouste dans les champs de la canne à sucre, on a constaté une diminution importante des rats dans les champs de la canne à sucre, comme il était désiré, mais imprévisiblement, les champs de la canne à sucre ont été envahis par les insectes. Ces insectes causaient eux-mêmes des ravages et des dégâts plus importants que les rats dans les champs de la canne à sucre. Alors comment expliquer cette augmentation alarmante des insectes dans les champs de la canne à sucre après l'introduction de la mangouste dans ces champs? Il s'est avéré que la mangouste chassait aussi les oiseaux insectivores, c'est-à-dire les oiseaux qui mangeaient les insectes, ce qui a provoqué la diminution de ces oiseaux et par suite la prolifération des insectes. Donc, on conclut de cette situation de départ que dans la nature, il y a des relations alimentaires ou des relations trophiques entre les êtres vivants. Ces relations alimentaires naturelles maintiennent et assurent un équilibre des êtres vivants dans le milieu naturel, ce qu'on appelle l'équilibre naturel. Mais l'intervention de l'homme dans le milieu naturel, par l'introduction de nouvelles espèces, rompt ou bien perturbe l'équilibre naturel. De la même façon, les pêcheurs dans la rivière du Danube estimaient que la loutre des rivières, qui est un prédateur des poissons, ces pêcheurs estimaient que cet animal les rivalisait dans la pêche des poissons. Ils pensaient que l'extermination de cet animal de la rivière du Danube va entraîner une augmentation du nombre des poissons. C'est pour cela qu'ils ont exterminé cet animal de la rivière du Danube. Mais ils ont constaté une diminution alarmante des nombres des poissons. Alors, comment expliquer la diminution des nombres des poissons après l'extermination de la loutre des rivières dans la rivière du Danube? Il s'est avéré que la loutre des rivières chassait à la poursuite et captait seulement les poissons malades et les élimine de l'eau. Et par suite, elle ne contamine pas les autres poissons. Donc, la loutre de la rivière joue un rôle important dans l'équilibre naturel, c'est-à-dire elle élimine les poissons malades. Donc, dans ce cas aussi, l'homme a perturbé ou bien a rompu l'équilibre naturel en retirant ou bien en exterminant une espèce d'un milieu naturel. De la même façon, pendant les années 50, le gouvernement chinois estimait que les moineaux, qui sont des oiseaux granivores, il estimait que ces oiseaux provoquaient des dégâts dans les champs des céréales. C'est pour cela que ce gouvernement
a encouragé les paysans pour exterminer ces oiseaux. Après l'extermination des moineaux, les champs des céréales ont été envahis par les criquets qui ont fait des ravages importants dans les champs des céréales et elles ont provoqué une famine dans la Chine tout entière pendant les années 50. Il s'est avéré que les moineaux consommaient des grains, des céréales, mais aussi ils chassaient aussi les criquets. Alors la diminution ou bien l'extermination des moineaux a provoqué la prolifération des criquets et qui ont détruit les champs des céréales. Donc, comme conclusion, dans la nature ou bien dans les milieux naturels, il y a des relations alimentaires ou bien des relations trophiques qui conservent et qui assurent ou bien qui maintiennent un équilibre entre le nombre des êtres vivants dans le milieu naturel. Mais l'homme, par ses interventions dans le milieu naturel, en introduisant des espèces ou bien en retirant des espèces, peut rompre et détruire l'équilibre naturel et par suite détruire le milieu naturel. Mes chers élèves, dans cette séance, on va aborder comment on représente les relations alimentaires et quels sont les niveaux trophiques dans les milieux naturels et pourquoi les êtres vivants se nourrissent et quelles sont les actions de l'homme sur les équilibres naturels. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Alors, dans ce premier paragraphe, on va aborder comment on représente les relations alimentaires. Mes chers élèves, on représente les relations alimentaires par les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. On commence par les chaînes alimentaires. Mes chers élèves, après l'introduction de la mangouste dans les champs de canne à sucre, il y avait deux chaînes alimentaires. La canne à sucre était consommée par les rats et les rats sont mangés par la mangouste. Et aussi, la canne à sucre est mangée par les insectes sont consommés par les oiseaux et les oiseaux sont mangés par la mangouste. Donc, on représente les chaînes alimentaires par une série des êtres vivants qui sont reliés par une flèche. La flèche indique manger par. Et chaque être vivant dans la chaîne alimentaire constitue un maillon. Dans la première chaîne alimentaire, il y a 3 maillons et dans la deuxième chaîne alimentaire, il y a 4 maillons. Et maintenant, on passe à définir c'est quoi le réseau trophique. Mes chers élèves, dans les champs de la canne à sucre et après l'introduction de la mangouste, la canne à sucre est consommée à la fois par les insectes et les rats. Les insectes sont mangés par les oiseaux et les rats sont mangés par la mangouste. Et les oiseaux sont chassés ou bien mangés par la mangouste. On représente ces deux chaînes alimentaires ensemble par ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc un réseau trophique est constitué par plusieurs chaînes alimentaires, dans ce cas 2 chaînes alimentaires. Ces chaînes alimentaires possèdent des maillons en commun. Dans cet exemple, ce réseau trophique possède 2 maillons en commun qui sont la canne à sucre et la mangouste. Et maintenant, dans ce troisième paragraphe, on va aborder les niveaux trophiques dans une chaîne alimentaire. On prend l'exemple de la chaîne suivante. L'herbe est mangée par le lapin est mangé par le renard. Dans cette chaîne alimentaire, il y a 3 maillons. Le premier maillon qui est l'herbe, le deuxième maillon qui est le lapin, le troisième maillon qui est le renard. Mes chers élèves, dans toute chaîne alimentaire, le premier maillon, c'est une plante chlorophyllienne. Le deuxième maillon, c'est un animal herbivore ou bien omnivore.
Le troisième maillon, le quatrième maillon sont des animaux carnivores. Le premier maillon est toujours un être vivant autotrophe, c'est-à-dire des plantes qui font la photosynthèse. Le deuxième et le troisième maillon sont des animaux hétérotrophes. Le premier maillon est un être vivant producteur, c'est-à-dire il produit les substances carboniques dont il a besoin, alors que le deuxième et le troisième maillon sont des consommateurs de premier, de deuxième et de troisième degré. Mes chers élèves, dans le sol vit la microfaune du sol. Ce sont des petits animaux qu'on appelle les décompositeurs. Les décompositeurs décomposent les cadavres des animaux et les plantes mortes et les transforment en matière minérale. Cette matière minérale est consommée de nouveau par les plantes vertes. Ce déplacement de la matière dans les chaînes alimentaires est appelé cycle de la matière. Le cycle de la matière comporte les étapes suivantes. La matière minérale, elle est consommée par les producteurs. Les producteurs sont consommés par les consommateurs. Les consommateurs sont décomposés par les décompositeurs en matière minérale. Et maintenant, on va aborder le paragraphe pourquoi les êtres vivants s'alimentent-ils. On va réaliser cet exercice. Dans cet exercice, on nous demande de transformer le tableau suivant, ce tableau, dans le développement de la masse des poussins en grammes en fonction du temps en semaines. On nous demande de transformer ce tableau en un diagramme. Alors, pour réaliser un diagramme, on utilise un papier millimétré, le voici. Tout d'abord, on trace l'axe des abscisses. Puis, on trace l'axe des ordonnées. On porte la masse des poussins en grammes sur l'axe des ordonnées. Puis, on porte le temps en semaines sur l'axe des abscisses. Et puis, on choisit une graduation des axes des abscisses. Puis, on choisit une graduation des axes des ordonnées. Et puis, on va réaliser la courbe. Tout d'abord, on va noter les points de la courbe. À l'âge 0, c'est-à-dire à la naissance, les poussins ont 50 grammes. Donc, on va placer le point de 50 grammes. À l'âge de 8 semaines, les poussins ont 300 grammes. Donc, on va passer le point de 300 grammes. À l'âge de 16 semaines, les poussins ont 900 grammes. Donc, on va placer le point de 900 grammes. À l'âge de 24 semaines, les poussins ont 1800 grammes de masse. Donc, on va placer le point de 1800 grammes. À l'âge de 32 semaines, les poussins ont 2000 grammes comme masse. Puis, on va réunir ces points pour obtenir la courbe ou bien le diagramme de l'évolution de la masse des poussins en grammes en fonction du temps en semaines. Donc, on constate que la masse des poussins augmente en fonction de leur âge, c'est-à-dire que les êtres vivants augmentent de masse et de taille. Pourquoi ils augmentent de taille et de masse? Parce qu'ils s'alimentent. Donc l'alimentation, le rôle de l'alimentation sert à construire le corps des animaux ou bien des êtres vivants, ce qu'on appelle la production de la matière vivante. Donc les êtres vivants se nourrissent pour construire leur corps. C'est la production de la matière vivante. Mes chers élèves, les êtres vivants se nourrissent aussi pour obtenir de l'énergie. Vous savez bien que la source primaire de l'énergie sur la Terre, c'est le Soleil. Et on a étudié que les plantes chlorophylliennes sont les seuls êtres vivants capables
de capter l'énergie lumineuse. Il fabrique avec cette énergie les substances carboniques. Ces substances carboniques qui emmagasinent l'énergie sous forme d'énergie chimique. Et les animaux consommateurs, lorsqu'ils consomment les substances carboniques, elles tirent ou bien ils obtiennent de l'énergie qu'ils ont besoin pour leur activité, leur mouvement et pour le maintien de leur température corporelle. Donc, il y a un déplacement de l'énergie à travers les chaînes alimentaires. Ce déplacement d'énergie, on l'appelle le flux d'énergie. Alors maintenant, dans ce cinquième paragraphe, on va aborder comment l'homme perturbe les équilibres naturels. Tout d'abord, on va définir c'est quoi un équilibre naturel. Mes chers élèves, lorsqu'on voit le nombre ou bien les nombres des êtres vivants dans la nature, on constate que les producteurs, c'est-à-dire les plantes chlorophylliennes, sont les êtres vivants les plus importants dans la nature, en nombre et en masse. Alors que les consommateurs de premier ordre, c'est-à-dire les animaux herbivores, sont dans un deuxième rang, c'est-à-dire ils sont moins importants en nombre et en masse que les plantes ou bien les êtres vivants producteurs. Et puis les carnivores sont moins importants en nombre et en masse que les herbivores. Donc dans la nature, le nombre des êtres vivants sont répartis sous forme pyramidale, ce qu'on appelle le pyramide des nombres. Donc on parle d'un équilibre naturel dans la nature lorsque les nombres des niveaux trophiques dans le milieu naturel sont sous forme pyramidale appelée pyramide des nombres. Et en ce qui concerne les actions négatives de l'homme sur le milieu naturel, comme on a vu, l'homme perturbe les équilibres naturels par l'introduction des nouvelles espèces dans le milieu naturel, ou bien par l'élimination ou l'extermination des espèces dans des milieux naturels, par les incendies, par le déboisement, par la pêche excessive, par les violations des lois qui protègent le milieu naturel. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.